Bonjour à tous, on se retrouve dans notre troisième partie concernant notre étude comparative entre histoire et cinéma, en étudiant ici le film de Randall Wallace, L'homme au masque de fer, sorti dans les salles en 1998 et qui s'appuie sur un roman d'Alexandre Dumas publié au XIXe siècle. Louis XIV est un des rois qui a été le plus controversé dans l'historiographie, qui a fait l'objet d'études contradictoires, d'autant plus qu'au XIXe siècle, on peut dire qu'il est sujet à une légende noire puisque les portraits qui vont être véhiculés à son sujet vont être plutôt négatifs. Et donc ici, l'objectif, c'est de voir comment le cinéma va se réapproprier ou non une image populaire empreinte de clichés, attendue ou pas, par les spectateurs, pour véhiculer cette image du roi. Les Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la Perse d'Antoine Péquet mentionnent pour la première fois l'existence d'un homme masqué enfermé à la Bastille, mais c'est véritablement Voltaire qui, dans le siècle de Louis XIV, invente le masque de fer pour donner une portée beaucoup plus déshumaine aux prisonniers, bien que l'identité de ce dernier ne soit pas révélée. De là commencent à naître des spéculations sur la nature du prisonnier, qui doit sûrement être soit Nicolas Fouquet, soit le comte de Vermandois, soit le frère jumeau de Louis XIV. Finalement, c'est réellement Alexandre Dumas qui va, grâce à son ouvrage Le Vicomte de Bragelonne, qui clôt la célèbre trilogie des Mousquetaires, donner sa postérité à la légende du masque de fer. Alexandre Dumas, c'est véritablement l'auteur qui s'impose comme le concepteur de notre imaginaire de l'histoire de France et de la conception que l'on peut encore avoir du XVIe siècle. C'est l'auteur de l'histoire de France constituant l'imaginaire social. Et dans tous ses ouvrages, il est question du portrait élogieux d'un XVIe siècle chevaleresque empreint de sentiments de fraternité. Et ici, avec le Vicomte de Bragelonne, la légende du masque de fer est utilisée pour montrer la décadence de ce XVIIe siècle. L'étude d'un film tel que celui-ci, L'homme au masque de fer, appelle à ne pas faire l'impasse sur la réflexion concernant l'adaptation d'une œuvre littéraire à l'écran. Et depuis les années 50, les historiens du cinéma, les critiques de cinéma, les chercheurs en études cinématographiques se posent cette question et de leur réflexion, on peut dégager 3 formes d'adaptation différentes. La première, c'est l'adaptation, qui va ainsi chercher à être la plus fidèle possible vis-à-vis de l'œuvre textuelle, et le cinéma va ainsi s'appuyer sur les éléments visuels qui sont visibles et disponibles dans l'œuvre littéraire pour adapter en images ce texte. De ce fait, le cinéma va dépendre étroitement du texte littéraire. En second lieu, on trouve l'adaptation libre, qui est une trahison du roman. Le cinéma existe ainsi à côté du roman et s'en détache fortement. Et en troisième, il y a ce qu'on appelle la transposition, qui va garder une sorte de rapport de fidélité entre l'œuvre originelle textuelle et le cinéma. Le cinéma va se baser sur le fond du roman, mais va essayer de transcrire ce fond par un média nouveau qui est l'image. L'homme au masque de fer est explicitement une adaptation libre, puisque le personnage principal du livre, le vicomte de Bragelonne, Raoul, n'apparaît que très peu dans le film, tandis que l'épisode secondaire, qui est celui de l'homme au masque de fer, devient l'élément central du film. À l'aube des années 2000, et plus encore dans les années 2000, on voit naître un débat sur la visualité, c'est-à-dire la pertinence de l'adaptation fidèle de l'œuvre textuelle au cinéma. Et petit à petit, les réflexions vont aboutir à la volonté d'émanciper le 7e art de la base littéraire pour faire de cet art un art qui existe pour lui-même, qui veut toucher l'œil avant de toucher l'esprit. Donc l'image prédomine sur le texte et sur le fond. L'homme au masque de fer polarise ainsi les images d'Épinal par excellence liées à Louis XIV et les clichés ancrés depuis le XIXe siècle. Le film montre alors l'image d'un roi qui a trop de maîtresses et se complaît dans le plaisir, qui est toujours entouré des plus belles femmes. Un roi qui ruine la France par ses fêtes. Le film montre d'ailleurs la dualité qui existe entre
Louis XIV qui vit dans un palais somptueux, qui enchaîne les fastes, et un peuple qui vit dans la misère, qui meurt de faim au point de se révolter. Vous devenez premier conseiller, exécutez-le pour avoir distribué de la nourriture à Louis XIV est également montré comme un tyran à qui on passe tout. Et si les émeutes continuent, donnez du mousquet. Qui frôle l'image de l'enfant gâté, complètement incapable de prendre des décisions par lui-même et de prendre des décisions rationnelles, et dont les conseillers sont complètement soumis. Oui, certes, Majesté, je suis persuadé qu'il est content et fier. Mais hélas, il meurt aussi de faim. Louis XIV est enfin montré comme un mégalomane, complètement imbu lui-même. Le choix de Leonardo DiCaprio comme acteur principal, interprétant à la fois Louis XIV et Philippe, n'est pas anodin. L'Homme au masque de fer sort en 1998, soit 2 ans après Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann et 3 mois après le triomphe de Titanic de James Cameron, 2 films dans lesquels DiCaprio incarne l'amoureux romantique d'une histoire d'amour impossible. L'Homme au masque de fer sort alors en pleine Léomania, et seul Leonardo DiCaprio peut incarner un Louis XIV décrit comme un roi séducteur et charismatique, et les fans s'empressent d'aller voir ce nouveau film dont leur idole est la tête d'affiche. Le film est alors truffé de nombreuses erreurs historiques qui prennent leur source, entre autres, au XIXe siècle sous la plume de l'historien Jules Michelet qui aspire à écrire une histoire républicaine, laquelle passe inévitablement par une critique de Louis XIV dépeint comme un roi démoniaque. L'œuvre de Dumas et l'œuvre de Michelet sont étroitement liées par la grande admiration qu'Alexandre Dumas voue à l'historien. Le problème que pose L'Homme au masque de fer de Randall Wallace est celui de la réutilisation d'une historiographie obsolète qui est alors celle du XIXe siècle. En effet, dans les années 1980 et les années 2000, l'image de Louis XIV est officiellement réhabilitée. Les études ont montré qu'il n'est pas le roi décrit comme fainéant, comme se complaisant dans la luxure, le plaisir, les fêtes. Louis XIV passe l'essentiel de son temps à effectuer son travail de roi. Il a à cœur de lire lui-même tous les rapports, toutes les dépêches. Il relit également tous les courriers portant la signature du chancelier. Tous les soirs, il reçoit ses ministres, tandis qu'il tient conseil presque tous les jours en fonction de la nature de ce dernier. L'amalgame à ne pas faire, et qui est omniprésent dans l'œuvre de Randall Wallace, est celui qui vient confondre pouvoir autoritaire et pouvoir absolu. Le roi est bien le détenteur des 3 pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, mais ce n'est pas parce que la souveraineté ne se partage pas que le roi est forcément un roi tyrannique. Louis XIV doit se soumettre entièrement à Dieu et aux lois fondamentales du royaume, tandis que son action est limitée par des contre-pouvoirs. Le roi ne peut pas faire ce qu'il veut quand il veut, il est dépendant des financiers, tandis que, selon les serments du sacre, il doit œuvrer pour le bien commun de son royaume. Ainsi, l'historiographie récente des années 80 et des années 2000 a bien voulu montrer la différence qui existe entre les théories de l'absolutisme, élaborées dès le XVIe siècle, et la façon dont celui-ci est mis en œuvre et les obstacles auxquels il se heurte. Ainsi, avec L'Homme au masque de fer, on voit bien comment le cinéma populaire, de grand public, diffuse et contribue à la croyance en l'impression d'une époque. L'image est beaucoup plus parlante que l'œuvre textuelle et s'ancre beaucoup plus vite dans la mémoire quand elle est véhiculée par l'industrie de l'entertainment. Aussi, l'image de Louis XIV, comme on l'a vu, répond à la fois aux attentes du public qui veut voir à l'écran l'image inconsciente et collective du modèle royal, à savoir un roi sévère et cruel qui obtient ce qu'il veut quand il veut. Quant à toi, mon frère, tu retournes en prison. Et dans ce masque que tu es, tu le porteras jusqu'à ce que tu l'aimes. Et tu mourras avec. Et l'image répond aux attentes engendrées par la présence de Leonardo DiCaprio, qui incarne la séduction masculine dans la fleur de l'âge. Randall Wallace donne ainsi à voir sa propre vision de Louis XIV, et c'est ici que transparaît la limite de la collaboration entre cinéma et mémoire historique, car le cinéma ne peut pas se réapproprier une histoire en transmettant une image trop fausse, puisque la visée pédagogique du cinéma est inexorablement officieuse et le public se forge alors une image complètement éloignée de la réalité, surtout quand l'historiographie récente a permis de rétablir la vérité.